Dans cette vidéo, on va parler d'ensemble. La théorie des ensembles en tant que telle n'est pas vraiment un objectif du programme de PCSI, mais simplement on a besoin pour faire les maths qu'on a à faire en PCSI et puis en PC et PSI, d'avoir tout de même une petite boîte à outils sur les ensembles, notamment des notations et des opérations élémentaires sur les ensembles, et ça suffira largement. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer par une sorte de définition, une définition intuitive de ce qu'est un ensemble, mais qui suffira très largement dans notre cours. Un ensemble est intuitivement une collection d'objets et, très important, une collection d'objets sans ordre. Autrement dit, un ensemble, ça n'est pas une liste d'objets, puisque une liste, il y a bien un ordre, un premier, un deuxième, etc. Ce n'est pas non plus une suite d'objets. En fait, un ensemble est entièrement caractérisé eh bien, par les éléments qui sont dedans, d'une part, et les éléments qui ne sont pas dedans. Ensuite, quelques définitions et notations sur les ensembles. Alors, on imagine que E est un ensemble. On dit qu'un objet X est un élément de E lorsque eh bien, cet objet appartient à cet ensemble. Voilà, ça donne un premier élément de langage, le mot élément. On note alors de cette façon-là, X appartient à E avec ce symbole. Dans le cas contraire, dans le cas où X n'appartient pas à E, c'est comme ça qu'on le notera. Ensuite, on dit qu'un ensemble grand A est inclus dans un ensemble grand B lorsque tous les éléments de A sont des éléments aussi de B. Ça se note alors de cette façon-là. A est inclus dans B avec ici, attention, un autre symbole. Ça n'est pas appartient, hein, c'est inclus. Voilà, autrement dit, A inclus dans B, d'un point de vue logique, c'est équivalent à dire que pour tout X appartenant à A, virgule, eh bien X appartient aussi à B. C'est important pour nous puisque si jamais on veut démontrer qu'un ensemble A est inclus dans B, eh bien on va montrer cette généralité, que tout X de A est dans B. Et donc la démonstration aura cette structure. Elle commencera par soit X un élément de A, puis et elle finira par donc X appartient à B. Ça, c'est vraiment une structure de raisonnement très fondamentale dès qu'on veut montrer que A est inclus dans B. Ensuite, on dit que deux ensembles A et B sont égaux lorsque on a la chose suivante, A est inclus dans B et B est inclus dans A. On le note alors de cette façon-là, A égale B. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'on peut définir ce qu'est l'égalité en mathématiques, mais en fait, si, on peut le définir. Et c'est de cette façon-là, en tout cas sur les ensembles. Alors, petite parenthèse, il se trouve que dans les mathématiques modernes, on arrive à tout construire en considérant que tout est ensemble. Donc en fait, cette définition est une définition générale de ce qu'est l'égalité en mathématiques. Mais bon, ne nous lançons pas là-dedans, c'est un peu hors sujet dans ce cours. Par contre, ce qui n'est pas hors sujet dans ce cours, c'est de dire que cette définition va inspirer la façon dont on démontre que deux ensembles sont égaux. Si jamais vous voulez démontrer que l'ensemble A est égal à un autre ensemble B, eh bien, la démonstration classique va être une démonstration en deux étapes. Vous allez d'abord démontrer que A est inclus dans B en faisant une démonstration avec cette structure qu'on a vue précédemment. Puis, deuxième partie de démonstration, vous allez montrer que B est inclus dans A avec une démonstration du type soit X appartient à B, blablabla, donc X appartient à A. Nouvel élément de langage, si E est un ensemble, on dit que A est un sous-ensemble de E, ou encore que A est une partie de E, et bien lorsque A est un ensemble qui vérifie A est inclus dans E. L'ensemble des parties de E est noté de cette façon-là, l'ensemble P de E. Ça veut donc dire la chose suivante, si jamais vous êtes un ensemble A, dire que A appartient à cet ensemble P de E, l'ensemble des parties de E, signifie eh bien, que grand A est une partie de E. Attention, vous voyez la subtilité ici, ce symbole et ce symbole. Alors là, c'est un peu théorique, peut-être que ça vaut le coup de prendre un peu un exemple pour préciser ce qu'est cette histoire de l'ensemble des parties de E. Prenons l'exemple, par exemple, d'un ensemble E qui a trois éléments. Par exemple, l'ensemble qui contient les entiers 1, 2 et 3. Quelles sont les parties de E? Eh bien, en fait, on peut les classer en plusieurs catégories. Il y a d'abord les parties qui ne contiennent aucun élément. Là, il n'y en a qu'un seul, c'est l'ensemble vide. Alors là, ici, l'ensemble vide, je le note de cette façon-là. Et c'est vrai que l'ensemble vide est une partie de n'importe quel ensemble. Ensuite, il y a les ensembles qui contiennent très exactement un élément. Il y en a trois. C'est le singleton 1, le singleton 2 et le singleton 3. Ces trois ensembles-là sont bien des parties de E. Ensuite, il y a les parties qui comprennent exactement deux éléments. Il y en a trois. Et enfin, il y a l'unique partie de E qui comporte trois éléments, et c'est E tout entier, l'ensemble 1, 2 et 3.
Eh bien, l'ensemble que l'on note P de E, l'ensemble des parties, eh bien, c'est l'ensemble de tous ces ensembles. Voilà. On voit que pour un ensemble à 3 éléments, il y en a donc 8 parties. Et en fait, on verra plus tard dans l'année que pour un ensemble à n éléments, il y a 2 puissance n éléments dans l'ensemble de ces parties. Mais c'est une autre histoire. J'arrive maintenant au moment le plus important de la vidéo, le moment où on va parler des méthodes de définition d'un ensemble. La plupart du temps, c'est vraiment ce point précis qui pose le plus de problèmes aux étudiants. Donc là, je vais vous demander vraiment de vous accrocher, de vous concentrer pour bien comprendre ce qui suit. Pour définir un ensemble, on utilise de façon générale ce qu'on appelle des accolades. Il y a 3 méthodes pour définir les ensembles, et en fait, ces méthodes n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. La première méthode, c'est la plus simple, c'est vous donner tout simplement une liste explicite des éléments. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, j'ai parlé de l'ensemble 1, 2, 3, c'est un ensemble à 3 éléments. Alors, il est important de préciser que l'ordre ne change pas, on en avait déjà parlé, cet ensemble est égal à l'ensemble 2,1,3. Et également, il est aussi égal à l'ensemble 2,1,3,1, etc. etc. On peut très bien mettre des répétitions, c'est ce que je disais au début, un ensemble est caractérisé par les objets qui sont dedans, ici 1, 2 et 3, et les objets qui ne sont pas dedans. Donc on a bien égalité entre ces 3 ensembles. Bon, ok, on se doute bien que cette façon de définir les ensembles va être extrêmement limitée, puisque déjà elle ne va être possible que quand c'est un ensemble qui n'admet qu'un nombre fini d'éléments, et en plus que dans le cas où on connaît explicitement les éléments de l'ensemble. La deuxième façon de définir un ensemble, très importante, c'est de donner ce qu'on appelle un paramétrage des éléments de l'ensemble. Un paramétrage, c'est une façon de construire, une façon de générer tous les éléments de l'ensemble en utilisant une formule explicite et une formule qui utilise des degrés de liberté, ces degrés de liberté étant appelés justement les paramètres. Prenons un exemple simple, l'exemple des entiers impairs. Une manière de décrire tous les entiers impairs par une formule, par un paramétrage, eh bien c'est de regarder tous les nombres du type 2k plus 1. Ici, mon paramètre, mon degré de liberté, c'est l'entier k. Et pour engendrer, pour construire tous les entiers impairs, eh bien, j'ai besoin que k décrive l'ensemble grand Z. Voilà comment donc je vais écrire l'ensemble des entiers impairs. Il s'agit des 2k plus 1 où k décrit l'ensemble grand Z. Dans la façon de noter l'ensemble, on commence d'abord donc par donner le paramétrage. Et à droite, on met ici les paramètres et les ensembles dans lesquels ils vivent, les ensembles qu'ils décrivent pour générer tous les éléments de l'ensemble. Entre les deux, on met souvent ici une barre qui se lit OU. Voilà, c'est les 2k plus 1 où k décrit l'ensemble grand Z. Ce n'est pas toujours OU, parfois vous trouverez aussi une virgule à cet endroit-là. Chacun a un peu ses façons de faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est comme ça qu'on lit cet élément. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ici, le nom du paramètre petit k n'a strictement aucune importance. Autrement dit, ici, cet ensemble, c'est aussi l'ensemble des 2b plus 1, où grand B décrit grand Z. On voit bien que si B prend toutes les valeurs de grand Z, eh bien 2b plus 1 va donc prendre tous les entiers impairs qui existent. Ici, on dit que les variables ici k ou b sont des variables locales. Elles n'ont de sens qu'à l'intérieur des accolades de cet ensemble. Prenons maintenant un autre exemple, l'ensemble des complexes dont l'image est sur la droite d'équation x égale 2. Alors faisons un petit dessin. Si je me place dans le plan complexe et que ici je note le réel 2, la droite qui m'intéresse, c'est donc une droite qui est verticale, puisque c'est tous les points du plan qui ont pour abscisse 2. Maintenant, moi, mentalement, je me suis placé dans l'ensemble des complexes. Donc si jamais je veux un paramétrage, il faut que j'écrive ici une formule qui décrive des nombres complexes. Eh bien, quels sont ces points sur la droite? Ce sont des points dont, en fait, je connais la partie réelle. Être sur cette droite rouge sur le dessin, c'est exactement avoir une partie réelle qui est égale à 2. Donc, ces complexes sont du type 2 plus, et puis ici, la partie imaginaire, eh bien, elle vaut ce qu'elle veut. Les points de cette droite sont donc les points du type 2 plus i fois un réel qui vaut donc n'importe quoi.
J'en déduis donc le paramétrage qui va marcher. C'est les points du type 2 plus i fois t, où t appartient à R. J'ai utilisé la lettre T, j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre lettre. Attention, ce n'est pas parce qu'on a trouvé un paramétrage que c'est le seul qui est possible. D'ailleurs, dans ce cas précis, je suis sûr qu'on pourrait très bien trouver un autre paramétrage qui utiliserait non pas la forme algébrique a plus ib des nombres complexes, mais la forme trigonométrique. Il serait sans doute plus compliqué comme paramétrage, mais il en existe, ça c'est certain. Enfin, un dernier exemple, on aimerait un paramétrage de l'ensemble des entiers qui sont du type 3m2 plus n3 où m appartient à z et n appartient à z. Eh bien, en fait, là, c'est évident puisque par définition, déjà, l'ensemble que l'on cherche est déjà défini par un paramétrage. Donc, une manière de noter cet ensemble est la suivante. L'ensemble des 3m carré plus n3 où j'ai deux paramètres, m décrit l'ensemble grand Z et n décrit l'ensemble grand Z. Pourquoi je donne cet exemple? Eh bien pour montrer que dans un paramétrage, on n'a pas seulement forcément un seul paramètre, mais on peut très bien avoir plusieurs paramètres qui sont autant de degrés de liberté dans ce paramétrage. Également, le choix, je le répète, des lettres m et n est complètement arbitraire. Cet ensemble est également égal à cet autre ensemble, où au lieu d'utiliser M et N, j'ai utilisé les lettres K et P. Ce qui est important, c'est la façon dont on a en quelque sorte quantifié ces objets et le paramétrage. La définition par paramétrage d'un ensemble est souvent ce qu'on considère comme étant le plus satisfaisant intellectuellement pour décrire un ensemble, puisque vraiment ça donne une façon explicite de construire tous les éléments de l'ensemble. Le problème, en fait, c'est que ce n'est pas toujours possible. D'une part, parce qu'il y a pas mal d'ensembles où on ne trouve pas de paramétrage. Ce n'est pas si évident, en fait, de trouver le paramétrage d'un ensemble. Et puis, d'autre part, il y a des ensembles où, même en cherchant, en fait, il n'existe pas de paramétrage. Ou en tout cas, on n'en connaît pas après des centaines d'années de recherche. Un exemple extrêmement célèbre, eh bien, c'est bien évidemment l'ensemble des nombres premiers. Les nombres premiers, en fait, ils sont répartis dans l'ensemble des entiers de façon assez chaotique et on aimerait bien avoir un paramétrage qui permet de les construire tous, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas de tel paramétrage. Ça nous amène à une autre manière de définir les ensembles qui va être absolument nécessaire pour faire des mathématiques, c'est la définition d'un ensemble par propriété. C'est donc la troisième et dernière façon de définir un ensemble, utiliser une propriété qui caractérise des éléments de l'ensemble. L'idée est la suivante. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par se placer dans un ensemble E, qui va servir d'ensemble de référence, et on dit qu'au lieu de prendre tous les éléments X de E, on ne va en prendre qu'une partie. Ce sont les éléments X qui vérifient qu'une certaine proposition P de X qui dépend de X est vraie. Cela définit bien une partie de E. Les éléments de E tels que P de X est vrai. Voilà comment on va le noter, c'est très simple. Pour ici décrire l'ensemble E de référence, on le met à gauche, les X de E. Ensuite, ici, on met une barre qui se lit donc tel que. À la place de cette barre, vous trouverez aussi parfois un point-virgule, et puis aussi parfois, vu qu'on le lit tel que, vous verrez écrit l'abréviation de tel que, TQ, qui va très bien. Et enfin, à droite de cette barre, on précise la propriété qui donc caractérise les éléments de cet ensemble. Prenons un exemple tout bête. Essayons de noter l'ensemble des réels x qui vérifie x2 plus exponentielle x est égal à 12. Eh bien, en fait, c'est tout à fait transparent. Ça va donner la chose suivante. C'est l'ensemble des réels x, donc les x qui appartiennent à R, tel que x2 plus exponentielle x est égal à 12. Et on met ça entre accolades. Comme tout à l'heure, le choix de la variable n'a absolument aucune importance. Cet ensemble est complètement égal à l'ensemble des t, qui vérifie que t carré plus exponentielle de t est égal à 12. Deuxième exemple, l'ensemble des entiers impairs. On avait vu tout à l'heure comment le définir à l'aide d'un paramétrage, mais en fait on peut aussi bien définir cet ensemble à l'aide d'une propriété. Il s'agit d'entiers, donc on va choisir ici comme ensemble de référence grand Z. Les entiers impairs, ce sont les n de grand Z. Tel que quoi? Comment est-ce qu'on peut caractériser le fait qu'un entier n soit impair? Par exemple, par le fait que quand on lui ajoute 1 et qu'ensuite on divise par 2, ça reste un entier. Voilà. Il n'y a que les entiers impairs qui vérifient que n plus 1 sur 2 appartient à grand Z.
Autre manière de faire, c'est d'utiliser le fait que ce sont les nombres du type 2k plus 1, mais autrement, en utilisant la façon de dire suivante, ce sont les entiers de grand Z, tels que, il existe k appartenant à Z, tel que n est égal à 2k plus 1. Voilà, chacune des manières de définir un ensemble par paramétrage d'une part et par une propriété caractéristique d'autre part n'a rien de très compliqué, mais en fait ce qui crée des confusions, c'est que visuellement les deux notations se ressemblent beaucoup alors qu'elles n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Reprenons le cas des entiers impairs. Dans les deux cas, paramétrage à gauche et propriété à droite, on voit que on a quelque chose, deux formes qui se ressemblent, en gros des accolades et puis des trucs écrits avec une barre au milieu. Mais vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Ici, je donne une formule. Ensuite, ici, j'ai une barre qui signifie ou également avec et qui introduit ici des degrés de liberté avec des variables qui décrivent des ensembles. C'est donc le paramétrage. Alors qu'à droite ici, j'ai ici un ensemble de références, ici une barre qui se lit telle que et qui introduit ici une contrainte sur les éléments de cet ensemble de références avec sous-entendu le fait que ce qu'on est en train de décrire comme ensemble, c'est les éléments pour lesquels cette contrainte est vérifiée. Parlons maintenant des opérations classiques qu'on peut faire sur les ensembles. Là, ça va être essentiellement des rappels. On se met dans un contexte, on considère que E est un ensemble et on considère A et B deux parties de E. Premièrement, ce qu'on appelle l'union ou la réunion des deux ensembles A et B, c'est l'ensemble suivant, noté de cette façon-là A union B avec une espèce de U. C'est l'ensemble des X de E, tel que X appartient à A ou à B. Étant donné que le OU logique est un OU inclusif, c'est donc les éléments qui appartiennent à A, à B ou aux deux ensembles. Sur le dessin, ça donne donc la chose suivante, l'union de A et B dans ce schéma. Ensuite, l'intersection des deux ensembles A et B, notée de cette façon-là, avec ce U à l'envers, A inter B, c'est comme ça qu'on le prononce, A inter B, c'est l'ensemble des X de E qui appartiennent à la fois à A et à B. Là, on utilise un « et » logique. Sur le dessin, si jamais je représente les ensembles par des patates, ça me donne la partie qui est bleutée ici. Vous remarquez qu'on a une certaine analogie avec la logique. Ici, l'union correspond au « ou » logique, alors que l'intersection va correspondre au « et » logique. Ensuite, maintenant, ce qu'on appelle le complémentaire d'un ensemble A dans E, ce sont les éléments X de E qui n'appartiennent pas à A. Cet ensemble, on le note A bar, le complémentaire de A dans E. Sur le dessin, ça va donc être la partie bleutée qu'il y a ici, en considérant que le rectangle, c'est l'ensemble E tout entier, et que la patate que j'ai mise au milieu, c'est l'ensemble A. Ici, si on doit faire une analogie avec la logique, c'est en quelque sorte l'analogue de la négation d'une proposition. Autre notation qu'on peut trouver pour parler du complémentaire, c'est celle-ci, A avec en haut à droite le C pour complémentaire. Moi, je n'utiliserai pas cette notation, j'utiliserai la notation A bar. Enfin, ce qu'on appelle la différence de A et B, et que l'on note de cette façon-là, A, ici un slash dans l'autre sens qui se lit privé de B, donc A privé de B, ce sont les éléments de E qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. Sur le schéma ici, ça donne ça. Ici, j'ai bleuté la partie de E des éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. On remarque, c'est une remarque simple, que l'ensemble A bar, on peut le voir comme étant l'ensemble E privé de A. On arrive ici à une petite remarque. Souvenez-vous, quand on avait fait la logique, on avait montré que la négation d'un OU, la négation d'une phrase du type P ou Q, c'était un et plus précisément la phrase non P et non Q. Et symétriquement, la négation de P et Q, c'était un OU, plus précisément non P ou non Q. Eh bien, ces règles de logique, on va maintenant pouvoir les traduire sur les ensembles avec l'analogie en fait, qu'on a vue juste avant, à savoir que on va faire une analogie entre le OU logique
est l'union sur les ensembles, le et logique est l'intersection sur les ensembles, et enfin la négation logique est le complémentaire sur les ensembles. Et ça va se transformer en quelque sorte des règles de calcul sur les ensembles et leurs opérateurs. Ça va donner la chose suivante. Du coup, si jamais je m'intéresse ici au complémentaire de A union B, vous voyez que c'est l'analogue de la négation de P ou Q, eh bien, j'obtiens A bar inter B bar, exactement comme ici j'avais obtenu non P et non Q. Comment prouver cette chose-là? En fait, juste en comprenant ce qu'elle signifie. Ici, l'ensemble que j'ai là, A union B, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à A ou à B. Du coup, ne pas appartenir à A union B, c'est appartenir ni à A, ni à B, c'est-à-dire à aucun des deux. Or, ne pas appartenir à A, ça signifie être dans A bar. Et ne pas appartenir à B, ça signifie appartenir à B bar. Du coup, un élément qui à la fois appartient à A bar et à B bar, pardon, il appartient à l'intersection de ces deux ensembles, d'où la formule. Symétriquement, le complémentaire de A inter B, ça va être une union. Et plus précisément A bar, union B bar, exactement comme on avait obtenu ici, non P ou non Q. Même chose, en fait c'est parfaitement logique comme formule. Appartenir à A inter B, c'est appartenir aux deux. Du coup, ne pas appartenir à A inter B, ça veut dire soit ne pas appartenir à A, soit ne pas appartenir à B, d'où cette union. On va maintenant terminer cette vidéo avec la notion de produit cartésien. Allons-y, lisons ensemble cette définition. On considère E et F deux ensembles et on appelle le produit cartésien de E et F et on note de cette façon-là E croix F. Vous voyez là le petit X entre E et F, ce n'est pas un multiplié, on le lit croix, E croix F. L'ensemble des couples XY où le premier élément du couple petit x, eh bien, il appartient à E et le deuxième élément du couple Y, il appartient à F. Autrement dit, si jamais je veux traduire ce que je viens de dire avec une notation ensembliste, ça donne que E croix F, c'est l'ensemble des XY où X appartient à E et Y appartient à F. Ici, c'est la définition d'un ensemble par paramétrage. Alors, prenons un exemple tout bête, je ne sais pas, par exemple, le couple moins 3 pi, eh bien, c'est un ensemble, c'est un élément du produit cartésien Z croix R. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors ça, c'était pour le produit cartésien de deux ensembles. Mais en fait, on peut généraliser ce concept à un nombre d'ensembles tout à fait quelconque. C'est la définition qu'on a sous les yeux. Si E1EP désigne P ensemble, où P est un entier naturel quelconque, eh bien, on va noter E1 croix EP et on va appeler le produit cartésien des ensembles E1, EP, l'ensemble des ce qu'on appelle les PUplets, c'est-à-dire les listes à P éléments, où le premier élément x1 du PUplet, eh bien, il appartient à E1, le deuxième élément x2, il appartient à E2, etc., jusqu'au dernier xp, il appartient à EP. Donc, d'un point de vue la notation d'un ensemble par paramétrage, le produit cartésien E1 croix EP, c'est l'ensemble des PUplets x1 xp tels que ceci, etc., tels que cela. Donc, par exemple, le triplet 7, 2 plus i et racine de 2, on peut dire qu'il appartient au produit cartésien grand N, croix C, croix R. Enfin, il y a un cas particulier important qui est le cas où on fait le produit cartésien d'un ensemble avec lui-même. Vous voyez ici, et on peut le faire 2 fois, 3 fois et P fois. C'est l'ensemble qui est ici, E croix E croix E croix E croix E P fois. Et bien cet ensemble, il est noté E puissance P. Alors cette notation avec la puissance P n'est pas tout à fait anodine, elle n'est pas prise au hasard. En fait, il se trouve, on le démontrera plus tard dans l'année, que le cardinal, si jamais E est un ensemble fini, le cardinal de E puissance P, c'est-à-dire le nombre d'éléments de E puissance P, c'est le cardinal de E justement mis à la puissance P. Donc c'est ça qui justifie cette notation. Maintenant, c'est extrêmement simple. Je ne sais pas, par exemple, si je regarde le triplet racine de 2 pi 1, eh bien, je peux dire qu'il appartient à R3 puisqu'il appartient au produit cartésien R croix R croix R.